Ces jeunes sont souvent en manque de sens, en manque de but, donc dans une position où souvent ils n'ont pas une grande estime d'eux-mêmes. Et l'offre qui leur est faite presque de rédemption, actuellement présentée évidemment par les islamistes et les extrémistes de l'islam, qui ne sont pas la religion, leur apparaît comme une stratégie de rachat, en même temps que les objectifs qui leur sont proposés nourrissent, je dirais, une dimension de haine, de colère et de violence qu'ils ont parfois du mal à contenir. Donc il y a la collusion comme ça entre un processus psychologique interne, un moment du développement qui est l'adolescence, qui est un moment de fragilité, et des conditions politiques, sociales, environnementales, qui sont en quelque sorte ce qui va cristalliser leur action. Il y a une phase de mal-être et de perte d'estime de soi, avec parfois des conduites sociales associées, délinquance, petite délinquance, consommation de produits, conduite sexuelle plus ou moins chaotique, etc. Puis il y a la phase d'isolement et de repliement sur soi, avec cette phase qui est un mélange de doute sur sa valeur, de désespérance, parfois même de haine à l'égard de soi-même. Et puis il y a cette bascule au moment de l'adhésion, je dirais, à quelque chose de l'ordre du complot. Et puis ensuite, il y a la conversion qui arrive. Et à la fin, il y a l'engagement dans la violence, qui est l'engagement final. Donc tout ce chemin-là, parfois il peut demander 4-5 ans. Parfois, hélas, il peut demander quelques mois, surtout quand l'individu évolue déjà dans un climat familial. Il y a déjà des ingrédients qui sont là, par exemple des croyances ou des engagements dans des habitudes religieuses particulièrement rigoristes et particulièrement closes sur elles-mêmes. La difficulté dans cette situation, c'est que plus on remonte en avant, moins les signes sont spécifiques. Évidemment, quand on est au bord du passage à l'acte, on a des individus et des jeunes qui sont isolés, qui sont dans une conviction de croyances plus ou moins marginales, mais qui fréquentent ce groupe de marginaux, qui ont déjà comme ça cette idée de destruction et d'explosion finale. À ce moment-là, il y a des indices assez faciles à travers la consultation des sites, etc. Mais plus on va remonter en amont, plus ça va être difficile d'avoir des signes précis. Plus exactement, beaucoup d'autres jeunes auront ces signes. Par exemple, un des signes, c'est quand les jeunes commencent à s'isoler, se replier dans leur chambre, avec ce sentiment que la société les rejette. Si on fait le compte, il y a quand même, hélas, un certain nombre de jeunes qui sont dans cette situation. Puis va se mettre ensuite en place des stratégies un peu particulières. Par exemple, l'isolement, ça va être aussi d'aller rechercher sur Internet les sites complotistes d'abord, c'est souvent un élément important de déclenchement. Et puis, dans un deuxième temps, il y a la rencontre avec justement ce séducteur islamiste qui est quelqu'un de très habile, qui connaît bien les failles, les baisses d'estime, les désespérances, et qui va caresser ces jeunes dans le sens de ce qu'ils attendent. Ça, tout le monde le constate. Les filles, d'abord, elles sont quand même un petit peu moins violentes que les garçons, voilà, ça c'est sûr. Leur engagement est beaucoup à base d'émotionnalité, les pauvres enfants qui souffrent, même si les garçons aussi, mais c'est plus les meurtres qu'on commet, les assassinats, tandis que là c'est ciblé sur les enfants, il y a des victimes, et parfois aussi sur une dimension, je dirais presque amoureuse. Un certain nombre de jeunes filles tombent amoureuses de leur rabatteur, de cette personne qui les contacte et qui les séduit, en leur promettant comme ça des merveilles. Donc il y a cette dimension, on pourrait dire, émotionnelle, un peu onirique, un peu fantastique. Mais après, le processus de radicalisation en tant que tel, c'est-à-dire d'enfermement dans cette logique dont j'ai parlé tout à l'heure, est assez identique. La première chose qui est importante, c'est que ces adolescents sont repliés, s'isolent dans leur chambre, et souvent ils sont dans des familles qui n'osent pas entrer en contact avec leurs jeunes, aller le questionner, discuter de ce qu'ils voient sur les sites, ne pas le laisser dans son isolement, aller vers lui, quitte à le déranger un petit peu, mais le déranger, j'ai envie de dire, positivement, montrer qu'on s'intéresse à ce qu'il est en train de faire, de penser, etc.
Et d'autre part, ces familles ont un petit peu une sorte de crainte sociale et se replient sur elles-mêmes et ne voient personne. Donc c'est un double isolement, l'isolement des parents d'un côté, du jeune de l'autre, et l'isolement de la famille qui souvent ne veut pas contacter les personnes ressources. Donc moi, ce que je recommande, c'est qu'effectivement, dès que les parents sont inquiets, légitimement inquiets, je pense qu'il faut qu'ils ouvrent le système familial des deux côtés, c'est-à-dire aller vers l'adolescent et aller vers le jeune, et je dirais s'intéresser à ce qui intéresse le jeune. Bon, le problème des parents, c'est que souvent, ils commencent par disqualifier ce que fait le jeune. Tout ça, c'est de la bêtise, tout ça, ça n'a aucun intérêt. C'est pas une manière d'aller vers le jeune. Plutôt que de dire « dis-moi ce qui t'intéresse ». Quand on dit « dis-moi ce qui t'intéresse », ça ne veut pas dire qu'on le trouve intéressant. Ça veut dire qu'on s'intéresse à celui qui fait quelque chose. Voilà. Et ça, c'est le premier pas donc, des parents. Donc je leur recommande cela. Et d'un autre côté, s'ils ont cette inquiétude légitime, ils en discutent ensemble s'ils sont ensemble, s'ils vivent ensemble. Ils essayent de se voir quand même s'ils sont séparés pour en discuter. Et surtout, ils ne restent pas isolés. Et ils vont rencontrer les personnes ressources.